Shalom à tous. Alors en tant que juif français, on connaît surtout deux formes de judaïsme. L'ashkénaze, qui est européen, et le séfarade, qui est essentiellement nord-africain. Au-delà des myriades de différences, de coutumes, de prières et de préférences culinaires, est-ce qu'il y a deux approches fondamentales de la Torah qui s'expriment ? On entend parfois que l'approche séfarade serait la solution à de nombreux problèmes contemporains. Et ça nous a intéressé, Gabriel et moi, d'y réfléchir. Et pour ça, on a invité le Rav Yitzhak Chouraki avec nous pour en discuter. Alors, le Rav Chouraki, vous êtes à la tête du Beth Midrash Shaarei Uziel, où vous formez des rabbins selon la tradition séfarade. Et vous êtes également le Rav de la Kehila Yad Rama à Beit Vegan. Alors, Gabriel... Bienvenue déjà Rav Chouraki, on est très content de vous avoir dans les podcasts. On vous a déjà sur Shofar dans toutes sortes de formats, mais enfin sur les podcasts. Alors on va commencer par la première question qui est, est-ce qu'on est capable de donner en grandes lignes, même si c'est évidemment un sujet qui est extrêmement vaste, quel pourrait être l'apport, la spécificité du judaïsme sfarade nord-africain ? Est-ce qu'on est capable de mettre des mots sur cet apport-là ? D'accord. Alors, on va essayer, mais juste avant de commencer, j'aimerais signaler l'exploit qu'il faudrait, si au lieu de me demander de parler en 1 heure du judaïsme séfarade nord-africain, vous me disiez, vous avez 1 heure, vous allez me parler du judaïsme ashkénaze, c'est l'apport de ce qui a pu être fait en Europe, etc. Vous comprendrez comme c'est difficile lorsqu'on voudrait vous parler simplement du Gaon de Vilna, du Rav Kook, 1 heure ne suffit pas. Là, parler de l'ensemble d'un monde avec des époques différentes, des pays différents sortes de chachamim, différents sujets d'études, de culture, c'est quelque chose qui relève de l'exploit. Si c'était facile, on ne vous aurait pas fait venir. On fait venir les spécialistes quand c'est difficile. Alors, j'ai essayé, et comme vous avez bien précisé, au-delà des détails, des minagim, de tout ce qui fait un peu le côté apparent, tel que les gens le perçoivent, comment essayer de rentrer dans le fond, l'essentiel peut-être de ce que représente la tradition séfarade et mise en relation avec la tradition générale du peuple juif et ce qu'elle a été véhiculée en Europe pour voir un peu les différences. Alors pour commencer, je pense que le premier point, une des caractéristiques essentielles à partir de laquelle on peut voir tous les autres points découler et ressortir, c'est peut-être une question d'ordre culturel, peut-être universel, mais qui est dans son application particulièrement juive. Comment une tradition se transmet ? Comment se véhicule une culture ? Comment, d'époque à époque, on transmet un patrimoine intellectuel, spirituel, religieux en l'occurrence. Il y a 2 moyens qui ont été tout au long de l'histoire juive. L'un qui est le côté écrit, sous forme de texte, dans l'étude de tous les textes de la tradition juive, et c'est quelque chose d'assez évident, de la Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh, etc., quelque chose d'immense. Mais on a à côté de cet élément écrit, un deuxième canal qui n'est pas moins important, qui est la tradition orale, véhiculée par les personnes, qui n'est pas elle-même écrite, mais qui est celle qui permet d'accompagner, de suivre, de donner les différentes façons de mieux comprendre, de donner les différentes restrictions à le texte qui est écrit. Et ces 2 points-là qu'on pourrait, de façon très générale, appeler Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. Ce n'est pas la Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh telle qu'on la conçoit au niveau de la tradition, puisque pour la Torah chez Birtav et Torah chez Baal Peh dans le sens particulier, c'est le Tanar, la Torah de Moshe donnée au Sinaï, et en même temps qu'on reçoit la Torah écrite, Akadosh Baruch Hu donne à Moshe la Torah orale, qui est l'ensemble des halachot, des commentaires qui vont ensuite être mis à l'écrit dans la Mishnah et dans le Talmud. Et cette Torah-là commence par être simplement orale. Et c'est comme ça, en ce sens-là, qu'on parle de Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh, la Torah orale et la Torah écrite. Mais quand il s'agit de l'esprit de Torah chez Birtav et de Torah chez Baal Peh, c'est de dire qu'à l'origine, on a besoin de 2 canaux pour les véhiculer. Or, il y a une certaine caractéristique qu'on pourrait voir, et certains l'ont évoqué dans les dernières décennies, dans l'histoire du peuple juif, c'est que le peuple juif est devenu, d'une certaine manière, le peuple du livre. Alors je précise cette phrase-là parce que lorsqu'on dit le peuple du livre, on se dit tous c'est super, le peuple juif, on a l'impression que dire du peuple juif c'est le peuple du livre, c'est quelque chose, c'est un compliment, c'est quelque chose de glorifiant. On a tous une grande fierté d'être un grand peuple de gens intelligents qui savent. Et intelligent, ça veut dire des livres. Oui, voilà. Le livre est ce qui porte le vecteur de la connaissance, de l'instruction. On va à l'école, au niveau juif, on dit on va au Bet Sefer.
la maison du livre. Maison du livre. D'accord ? On voit quelqu'un chez lui, il y a beaucoup de livres, on suit les nombres de parutions chaque année, il va y avoir bientôt Shavuot à Sefer, la semaine du livre, les salons du livre. Je veux juste préciser la question, Oui. ce que vous êtes en train de dire, vous allez probablement développer ce point, mais vous êtes en train de dire que est-ce que c'est quelque part pas complètement vrai qu'on est le peuple du livre, ou est-ce que c'est un problème Je vais dans une certaine dimension ? expliquer justement, absolument. Ce que je veux dire, c'est que cette appellation peuple du livre, qui nous semble pour nous glorifiante, n'est pas une appellation que nous avons donnée à nous-mêmes, ou que les gens qui ont voulu nous dire du bien du peuple juif l'ont évoqué. Ça vient même, non seulement c'est pas de ce point de vue que ça arrive, mais c'est même de nos détracteurs les plus virulents. Ça vient de l'islam. Puisque dans le Coran, on parle des religions du livre pour parler des juifs et des chrétiens qui sont aussi d'une certaine manière attachés à la Bible et qui sont du livre en ce sens qu'ils sont figés sur un livre écrit qui n'a pas bougé et donc qui n'a pas le côté dynamique de la parole pour l'islam d'Allah qui continue à se révéler, qui s'est finalement révélé à nous. On nous accuse d'être donc une religion du livre. Pourquoi une religion du livre ? Et entre parenthèses, c'est marrant parce qu'ils disent les religions en mettant les chrétiens dans le même sac, alors que cette même accusation était la première accusation chrétienne. Puisque on accuse les pharisiens, les pérouchim, donc les chachamim, d'être figés sur le livre tel qu'il est écrit, d'être encore crispés sur les lettres qui ne bougent plus, alors que viennent les religions qui vont suivre, le chrétien d'abord et ensuite l'islam, en continuant à porter le souffle vivifiant, ce qui va donner l'esprit, ce qui ne s'attache pas à la lettre, ce qui n'est pas simplement dans le côté technique, rigoriste de la chose, et qui continue à donner un esprit. Et on ne pouvait pas, ni de l'islam, ni du chrétien, avoir une plus mauvaise compréhension de ce que signifie la tradition juive, puisque la tradition juive, j'ai commencé par ça, a une double tradition, celle du livre écrit et celle de la parole, qui ne fait que le commenter, qui ne fait que le travailler, qui au contraire, les chachamim passent leur temps à le sortir presque de l'écriture du pshat pour faire la dracha. Et le midrash est de manière essentielle dans le moment où on s'extrait de ce qui semblerait à première vue la première lecture du texte pour lui donner quelque chose de plus profond. L'exemple le plus flagrant dont on a payé un prix lourd de sang, c'est lorsqu'on nous a accusés de dire œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Alors qu'on sait très bien que depuis l'origine de Matan Torah, il y a une souga très longue dans la Gemara, dans Bava Kama, on nous explique que non, le Aïn Tara Taïn, pour différentes raisons, chaque racham évoque sa raison à son tour, n'a jamais voulu dire le fait d'appliquer cette loi du talion l'œil pour l'œil, mais le prix. Et c'était quelque chose qui bascule vers quelque chose de pécunier, de la perte. Donc on voit bien que les chachamim ne sont pas dans cette figés sur le texte. Or, je reprends l'idée première. Depuis une dizaine d'années, peut-être plus qu'une dizaine d'années, dernière décennie, on a dans le peuple juif, entre ces deux canaux qui participaient à la transmission, l'un qui prend une place prépondérante en mettant un peu en sourdine le second. C'est l'écrit, dans lequel on dit, parce qu'on va dire quelque chose d'oral, et on va dire, oui, mais vous connaissez la question, et où c'est écrit ? Oui. Ce qui d'un côté est très utile, parce que c'est pour empêcher les débrouillards de raconter n'importe quoi. Or, parfois, on peut effectivement, la parole ne veut plus rien dire. Mais d'un autre côté, c'est ce qui, parfois, justement, arrête, et le moment où on ne peut plus présenter une tradition qui est ce véhicule de façon orale. Alors, ce point-là est quelque chose qui nous permet d'approcher d'une certaine manière, la tradition séfarade et la tradition européenne. Or, il y a quand même quelque chose de particulier qui est manifeste, c'est que depuis les 200 dernières années à peu près, lorsque ont commencé les yeshivot en Europe, on a petit à petit basculé en donnant de plus en plus d'importance au lieu de la transmission du livre sur la transmission orale. Pourquoi ? Est-ce que je peux vous interrompre pour poser une question ? Mais qu'est-ce bien que ça veut entendu. dire le lieu de la transmission du livre ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Absolument, absolument. Si vous prenez deux façons de transmettre une culture, alors prenons le canal écrit. Comment transmettre une culture écrite autour d'un livre ? Quel est le lieu dans lequel on va étudier le livre ? Je disais tout à l'heure le Bet HaSefer, ça s'appelle Talmud Torah. On étudie le texte de la Torah, ça s'appelle la Yeshiva, dans lequel, au centre de la Yeshiva, s'étudie le texte écrit. On étudie en général les traités du Talmud, mais on peut étudier encore tout autre livre de la tradition juive. Donc le livre est au centre. Dans l'autre tradition orale, quel est le lieu, quels sont les vecteurs de la transmission orale ? Premier lieu, la famille, les parents. On commence à connaître la façon de vivre en voyant comment les parents se conduisent. Et on ne voit pas comment les parents se conduisent en essayant de lire où c'est écrit comment ils se conduisent. On entend quelqu'un qui nous dit voilà comment faire. On imite.
Ensuite, le lieu plus général, c'est le lieu de la communauté, la kehila, dans lequel il y a des gens qui prient, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui vivent, et on rencontre des personnes qui sont là, et à travers eux, on commence à apprendre. C'est une approche qui est une approche vécue, qui se transmet par la bouche, mais aussi par le mode de vie. Or, dans toute tradition, il y a des choses qui passent mieux par l'écrit et des choses qui passent mieux par l'oral. Je vous donne un exemple pour imaginer. Juste en fait, je veux préciser, on n'est pas que face à de l'écrit et de l'oral, on est face à de l'écrit, du contenu et du vécu. Du vécu, absolument. Je prends l'écrit et l'oral pour parler Torah Shebirtav, Torah Shebalpeh. Mais vous avez tout à fait raison. Quand je dis oral, c'est l'oral pour parler de manière très, c'est le vivant, le vécu, le vivant, alors, à côté de ce qui est uniquement dans le fait de scruter le livre. Alors, je donne un exemple. Et vous allez déjà voir un point majeur de comment comme on a beaucoup de respect pour toute l'étude de la halakha et tout le détail de la halakha, je ne prendrai pas un exemple qui risquerait de porter à dérision quoi que ce soit de la halakha. Mais prenez une action très simple. Et elle a son parallèle dans la halakha. Mais prenez une action très simple que tout le monde a vécu un moment plus ou moins dans sa vie. Comment vous avez appris à lasser vos chaussures? Apprendre à faire le nœud des souliers. Moi, je me souviens de ma mère qui m'a appris. Vous savez, très bien. Bon, voilà. Alors, votre mère vous a appris. Dans un premier temps, avant qu'elle commence à vous apprendre, elle vous faisait le premier nœud, puis ensuite le second. Et voilà, le premier nœud, puis le second. Donc, pendant très longtemps, c'est les parents qui le font, la mère, le père. Ensuite, à partir d'un certain moment, l'enfant commence à prendre un peu d'indépendance. Il se dit, je vais le faire tout seul, il n'arrive pas vraiment à faire le nœud, et puis les parents lui montrent le geste, on apprend le geste, et puis ça se fait en une journée, 2 journées, au bout d'une semaine, c'est fini, on a pris le truc, on n'y pense même plus. On n'a même plus ce côté comme ça. On est bien d'accord. Vous l'avez appris par le moyen de la tradition, de la transmission vécue, on est d'accord. Mais supposez, et faites cet exercice, cette expérience de pensée, supposez qu'on vous l'ait appris pas par le moyen du vécu, mais par le moyen d'un mode d'emploi. Voilà. Alors, on va faire cet exercice-là, et je prends exactement l'idée de faire ça, mais vous comprendrez très vite que, par exemple, on peut avoir cette question-là sur des pures questions de halakha. Alors, voilà. Alors, première génération, on a dû écrire quelque chose qui est plus ou moins en 2-3 lignes. On fait un premier nœud, ensuite on fait un nœud avec une boucle sur le premier, comme ça, le lacet marche. Plus ou moins, c'est ce qu'on va dire. Oui, mais la parole est toujours limitée par rapport à la richesse des potentialités de la vie. Donc, quand on vous a dit, on fait un premier nœud, oui, mais le premier nœud, il y avait plusieurs façons de le faire. Donc, vous pouvez faire votre premier nœud en passant le lacet de droite au-dessus ou de passant le lacet de droite au-dessous. Il y a déjà 2 possibilités. Et les Juifs aiment bien discuter, les Juifs aiment bien creuser les problèmes. Donc, sur le premier texte de départ, il y a une littérature qui commence à se faire, dans laquelle on interprète ce texte-là, puis la personne en présent n'est plus en présentiel, on est dans un texte écrit. Donc, il faut maintenant l'écrire. Et puis, il y a 2 écoles qui se créent. L'école qui va dire, on va prendre le lacet par-dessous, et l'autre, on va le mettre par-dessus. Très bien, on aurait pensé qu'on l'avait plus ou moins cloché. Mais c'est pas exact, parce que vous pouvez ensuite faire votre boucle en passant par-dessus à droite ou par-dessus à gauche. Et des écoles commencent à se développer. Ensuite, faire un nœud, mais il y a 2 ou 3 possibilités, on pourrait être très succinct, de faire ce nœud-là. Et de génération en génération, la façon de lasser vos chaussures commence à se multiplier, vous voyez. Vous rigolez maintenant, vous rigolez. Je veux dire pourquoi. Alors là, je reprends le Nimshal. Et c'est pour ne pas vouloir rigoler sur des choses qui sont pour nous, au plus sacré dans notre cœur, c'est-à-dire la halakha, que je prends cet exemple-là volontairement, de la vie de tous les jours. Mais vous pouvez bien comprendre qu'il y a la façon de faire, rien que pour parler du nœud simplement, la façon de faire le nœud, par exemple, des téphilines, la façon d'organiser comme ça. On l'a appris aussi par le vécu de quelqu'un qui nous l'a enseigné. Et lorsqu'il nous l'a enseigné, dans l'action, on ne peut pas faire et l'un et l'autre. Oui, c'est sûr que l'action, elle prend sa... Le vécu prend sa décision et coupe. Et dans les différentes potentialités de la vie, les différentes options qui se présentent, eh bien, on en pratique une seule, c'est celle qu'il faut pratiquer. L'étude du texte permet, au niveau de l'esprit, beaucoup d'idées. Et lorsqu'on arrive à ça, et là, c'est un point... Alors, je réponds à votre question sur une spécificité essentielle de ce qui va se produire dans la halakha, dans la version séfarade ou de la version européenne. On a une focalisation de l'étude, même lorsqu'on étudie le texte, pour essayer les asuke shema teta aliba deilcheta, ce qui veut dire essayer d'obtenir du passage talmudique la conclusion halachique qui va faire force de loi d'entre les différentes positions qui sont présentes. Puisque notre vocation première, c'est d'amener à la vie le texte écrit,
Eh bien alors, on va essayer de compléter le texte écrit par toute une méthode très longue. C'est ce qui s'étudie justement dans les yeshivot, le kollel, lorsque les rabbanim apprennent à trancher la halacha, à trancher. Trancher, c'est dire on fait comme celui-ci et non pas comme telle autre opinion. Et comme ça, on élimine la halacha. Mais quand vous êtes plus dirigé sur l'étude, dans tout ce qu'elle a de théorique, la mise en pratique de cette étude-là est beaucoup moins essentielle. Et par conséquent, on arrive à ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est de dire on va latset yedekulam, faire la halacha pour essayer de satisfaire tous le niveau de psycha des différents chachamim. Oui, mais je peux vous poser une question, c'est que on en arrive à ces extrémités parce que effectivement on attache une signification très forte à la halacha, et la halacha c'est quelque part la voix d'Akadosh Baruch Hu qui nous demande de faire quelque chose, et donc on prend ça très très au sérieux. Et ce que vous avez décrit, c'est quand on se retrouve devant un texte qui décrit comment faire les choses, on ne sait pas exactement, il y a une myriade de possibilités, et donc on se retrouve à tout faire par crainte de ne rien transgresser. Absolument. Mais est-ce que c'est pas vrai aussi un peu avec l'oral? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on tranche avec... La réponse est très simple, c'est que l'oral est justement la place d'une tradition. C'est-à-dire que quand vous avez l'oral, eh bien vous avez le maître, les parents, pour dire mais comment on fait pratiquement, ce qui équivaut au niveau des minagim, quand ils viennent vous demander, ils vous disent comment chez nous on faisait dans telle situation-là, qu'est-ce qui se produisait dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on vous dit nous on faisait comme ça. Je donne un exemple au niveau de l'étude. Je vais juste essayer d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que la première donnée que vous avez donnée, c'est le fait que lorsqu'il y a un vécu, alors finalement ça fait passer forcément beaucoup plus de données. Avec l'exemple du nœud de chaussure, le fait de le voir, il y a tout qui est passé. Alors que par écrit, ça va forcément être matière, interprétation, etc. Donc on est dans le premier point, c'est d'abord, on va avoir une rencontre qui est plus directe et qui nous permet de faire passer plus de choses. Attendez, la question, je reprendrai votre résumé, parce que c'est plus de choses dans la conclusion, mais beaucoup moins de choses dans les potentialités. Puisque l'étude, elle permet d'entrevoir des mondes possibles. Clairement. Le vécu n'entrevoit pas des mondes possibles. Il faudrait parler de ce monde-là. Au niveau de l'action, vous ne pouvez pas faire et une chose et son contraire. Clairement. Au niveau de l'étude, vous pouvez envisager une position et la position contraire. Et c'est comme ça que vous arriverez à l'idée de Elou Velou d'Ivrei Elohim Chaim. Donc, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas là pour, déprécier le monde de l'étude. On est lié, et quand j'ai présenté l'écrit et l'oral, on passe nos journées dans l'étude autour de livres. Mais c'est simplement une manière d'apprécier l'oral aussi à sa juste valeur, qui aujourd'hui est un peu dépréciée. Je comprends bien, mais je veux justement aller plus loin dans l'apport que le vécu donne. C'est-à-dire que là, le premier niveau, le premier stade que vous avez donné, c'est l'apport que le vécu donne, c'est déjà une rencontre plus directe. On peut directement capter comment on fait le nœud de chaussure, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi aller plus loin et de dire, dans un vécu juif qui n'est pas que le peuple du livre, mais où il y a aussi un vécu, une tradition, quelque chose qui est plus proche de la vie même, et tout ne se passe pas autour du livre, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se dégage? Est-ce qu'il y a d'autres apports qui viennent dans le fait qu'on va plus, apparemment dans le judaïsme séfarade, on va plus mettre au centre le caractère du vécu juif plutôt que uniquement de l'étude juive? Oui, absolument. Je vais présenter un premier point, et on était là dans une première ouverture, qui aurait pu d'ailleurs être approfondie plus longuement. Mais par votre question, je presse un peu le pas pour essayer de donner d'autres retombées. Une retombée majeure, puisqu'on justement parle du vécu, c'est quelles sont les personnes qui sont touchées par telle tradition ou par telle tradition, par tel canal de transmission de la tradition, l'écrit, et le canal oral. Lorsque vous mettez au centre l'étude du texte, vous avez immédiatement déjà tranché, mis un peu à l'écart tous ceux qui ne sont pas nécessairement proches de cette étude-là. Je m'explique. Même si le peuple juif est un peuple qui, ayant mis depuis son origine avec la Torah l'étude dans son centre, Kol Am Nevi'im, tout le peuple peut devenir connaître la Torah. Moshe Rabbeinu voit ça comme un idéal. On a la mitzvah de Talmud Torah qui est essentielle, la transmission du père aux enfants. On a effectivement, pour tout le peuple juif, on n'est pas dans l'analphabétisme, on n'est pas dans toutes ces choses-là, c'est clair. Mais malgré tout, il y a des gens qui sont plus
portés sur le fait d'étudier, de passer leur temps dans l'étude, et il y a des gens qui en sont moins. Lorsqu'on parle de yeshiva, lorsqu'on parle du Beth Midrash, on parle de gens qui ont fait le chemin de leur vécu, dans leur vie, j'allais dire professionnelle, c'est encore professionnel, mais des jeunes qui vont étudier à la yeshiva et végoler l'ilmod de Torah. Donc on est extrait un peu de la vie de tous les jours pour essayer d'étudier dans la yeshiva. On a ensuite donc, des gens qui sont d'un certain âge, qui sont en général avant le mariage, donc quelques années d'études plus approfondies. La yeshiva et l'étude a déjà fait un certain tri. Quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a des problèmes économiques, quelqu'un qui a des problèmes humains, toutes ces choses-là. Il peut être aussi présent à la yeshiva, mais en général, c'est pas le standard de celui qu'on va retrouver. Par contre, quand vous parlez de la communauté, vous parlez... c'est pas de 7 à 77 ans comme il y avait écrit dans les... mais c'est du kéver au kéver, de la naissance à la mort. C'est-à-dire que vous avez une communauté avec tout ce que compose une communauté, tout ce que compose une société. Donc nécessairement, si le rôle du Rosh Yeshiva est celui qui va développer et celui qui est en haut de la transmission de la tradition par le texte, celui qui est en haut de la transmission d'une tradition communautaire, c'est le Rav Posek, le Rav Mara de Hatra. Et donc, nécessairement, la Torah qui va découler de là est différente. On mettra plus l'accent sur ce qui, dans la Torah, touche l'ensemble des problèmes de la société. On mettra plus dans la Torah ce qui intéresse l'ensemble des personnes de la communauté. On n'a pas affaire que à des talmudistes ou à des personnes qui sont initiées aux arcanes les plus subtils de l'étude du texte. Parce qu'il y a des gens qui ont des métiers simples, des gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier, des gens sans faire l'économie des lamdanim, de ceux qui étudient, parce qu'ils sont aussi présents dans la communauté, mais on a rajouté aussi un nombre humain. On voit que là, le vécu, c'est plus sur une halakha, comme je commençais le premier point, mais c'est un deuxième point majeur. C'est qu'une tradition qui se vit dans le vécu, et donc essentiellement dans le côté familial et communautaire, eh bien, on parle d'autre chose, de choses essentielles, en plus du premier problème. Et ça se détaille dans plein d'éléments qui sont extrêmement présents dans la tradition séfarade. Je vous en donne quelques-uns. On n'aurait pas le temps de tous les citer, mais je vous en donne quelques-uns. Est-ce que la Torah qui commence par le texte, donc par simplement l'étude, et en général, elle s'est même spécifiée dans le Talmud, donc dans l'étude assez, minutieuse, pointue. On a même parfois éliminé les passages qui sont des passages un peu midrashiques, qui font affaire à l'association d'idées, à la poésie, à l'inspiration assez libre. Et on reste dans le côté analytique d'une sugia de Talmud. Pour d'ailleurs en déduire, dans la méthode des 150 dernières années de Lituanie, c'est celle qui a un peu prévalu dans le monde des yeshivot jusqu'à aujourd'hui, eh bien, en essayant de trouver les abstractions qui se trouvent derrière le passage talmudique. Ce qu'on appelle les chakirot, dans quelque chose d'assez... Des svarot, etc., qui se trouvent au-delà de ce que le texte lui donne. Oui, mais la Torah, ce n'est pas que ça. Déjà dans le texte talmudique, j'en parlais tout à l'heure, c'était la psika, la soukish matalara, qui est un point majeur de différence entre trancher la halacha. Mais on en a d'autres. Par exemple, l'étude de tous ces textes de Haggadah. Est-ce que ces textes de Haggadah sont plus ou moins disponibles à l'étude pour les gens du commun des mortels? Les textes de Haggadah, on rappelle, c'est les textes Midrash, les histoires, où il y a une plus grande portée de pensée juive, mais qui sont dans le Talmud. Pensée juive. Pour une communauté, lorsque vous parlez à une communauté qui n'est pas faite uniquement de lamdanim, de talmudistes férus d'abstraction talmudique, eh bien, on aura plus de facilité à étudier des textes où le rabbin peut, à propos de chaque passage du Midrash, développer en essayant d'expliquer ce qui est important, ce qui est moins important, de former, d'éduquer l'ensemble des gens de la communauté. Et vous verrez que deux grosses œuvres ont été créées de ce point de vue-là, et une qui manifeste le monde plutôt européen, et qui a eu aussi qui a encore ses heures de gloire, c'est par exemple le Daf Yomi, selon lequel on exige de tout le monde d'étudier tout le Talmud, sachant bien
que la possibilité pour quelqu'un qui étudie jour après jour, comme ça, est très mince pour véritablement maîtriser cette étude-là. Mais on pense que le fait d'être porté par cette grande aventure que tous les juifs en même temps étudient le Talmud a quelque chose de vivifiant, et donc on l'entraîne. Ça surtout vivifiant pour celui qui révise le cours qu'il va te donner, puisqu'il a besoin de le répéter plusieurs fois avant de donner son cours. C'est plus difficile pour que quelqu'un qui est fatigué, sourd, comme ça et ça, arrive à suivre véritablement. Mais c'est l'un des grands résultats de cette tradition. Je dirais pas en parallèle parce que c'est pas historiquement au même moment, mais disons un peu l'équivalent dans la tradition séfarade. On a 2 œuvres, une qui s'appelle Ein Yaakov. Ein Yaakov, c'est la compilation, l'anthologie de tous les passages agadiques, donc de Midrash, du Talmud. C'est-à-dire là, on le fait presque l'inverse. On a dit, bon, on va garder pour enseigner, pour étudier, toutes les petites histoires, toutes les choses qui sont d'ordre de la pensée, des idées, etc. Et on les étudie de manière suivie dans la communauté, puisqu'on est pour des gens qu'on voudrait attirer. D'ailleurs, le Talmud le disait déjà, en trouvant une certaine étymologie qui n'est pas un peu libre de la Haggadah, en disant, chez Nagid, c'est celui qui tire. Celui qui tire, c'est-à-dire celui qui arrive à accrocher l'intérêt, la curiosité des personnes. Parfois, certains disent, moi le Talmud c'est quelque chose de juridique, c'est quelque chose de terriblement austère, rigoureux, il faut une pensée d'analyse. Moi je préfère la littérature, la pensée. On lui dit, on a aussi dans la tradition juive de nombreux textes qui sont pas moins intéressants, féconds dans le domaine de la Haggadah. Plus que ça, on a une deuxième œuvre, et c'est l'œuvre peut-être majeure, qui a été pratiquée par toutes les communautés séfarades jusqu'à actuellement, même si on en a moins entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Chok l'Israël. Chok l'Israël, c'est quoi? Et vous avez à travers ces œuvres-là une manifestation de ce que signifie l'étude, le point qui est précédent. Le Chok l'Israël, c'est de façon annuelle, à la différence des 7 ans du Daf Yomi, donc d'étudier le Talmud, ça te prend 7 ans en étudiant une page par jour. Là, vous avez chaque année une sorte de compilation des textes les plus importants à retrouver dans le Talmud, dans la Mishnah, dans la Torah, les Nevim, les Ketuvim, la Halacha, le Moussar. Chaque époque, c'était même ensuite rajouté pour avoir un peu, dans tous les domaines de la tradition juive, les textes les plus importants que vous reprenez d'année en année. Vous avez plus ou moins l'essence, les plus importants de la tradition juive. Ça a une vocation pour l'ensemble de la communauté. Vous voyez que ce premier point de départ a des retombées sur qu'est-ce qu'on attend des gens. Mais ça va plus loin que ça. Je veux juste essayer de résumer ce que vous avez dit parce que c'est assez intéressant. En fait, dans cette vision qui met plus l'accent sur le vécu et qui met le vécu au centre, on gagne en fait 2 choses. On gagne à la fois le fait que ça ouvre les portes aussi, on va dire, à un public beaucoup, beaucoup plus large et pas uniquement aux talmudistes pointus, mais finalement tout le monde peut être concerné. Mais aussi, le deuxième point que vous avez donné, c'est que ça demande à la Torah elle-même finalement d'être pertinente pour des gens qui ont un vécu de société normal, qui vont au travail et à tous les âges et à toutes les sortes de vécus. Absolument. Et je donne un autre exemple, un autre exemple qui me semble aussi majeur, c'est par exemple la création poétique, la chanson, la musique. Est-ce qu'elle fait partie du cursus d'études juives? Dans le monde des yeshivot tel qu'on connaît aujourd'hui comme ça, les gens ont parlé d'une nouvelle notion qui est née, on pourrait tracer exactement son histoire, de Bitul Torah Be'echut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut étudier le Talmud dans son aspect le plus profond, tout le reste est balayé, c'est perdre du temps. C'est quelque chose qui n'arrive pas au niveau, au cime, où on perd presque sa respiration tellement qu'il manque d'air dans ces hauts sommets de ce que peut arriver dans l'étude du Talmud. Oui, mais à côté de ça, les plus grands d'entre les grands ont aussi écrit d'autres œuvres, comme pour la Haggadah dont on parlait à l'instant, ont écrit des œuvres, par exemple, de poésie. Dans la culture séfarade, par exemple, c'est pas simplement l'âge d'or d'Espagne. On écoute les grands, Rabbi Yehuda Levi, etc., Ibn Ezra, Rabbi Shlomo Ibn Gvirol, etc., le carré d'as des grands poètes Mais tout au long de l'histoire, même dans l'époque plus récente, on a de grands poètes qui ont écrit une poésie à un niveau presque le plus élevé qui puisse être. Au XXe siècle, c'était par exemple Rabbi David Bouzaglou, qui était un rabbin marocain, qui a écrit sur les événements qui se sont déroulés, une poésie de plus haut niveau,
et qui était elle-même interprétée et dans laquelle les rabbins ne trouvaient pas que c'était une perte de temps que d'assister à ce... À quoi c'est dû, d'après vous, que ça a été développé plus dans le judaïsme nord-africain que dans les autres judaïsmes? Alors, je vous expliquerai ça, mais on posait une question qui est, demande une longue interprétation. Premier point, c'est celui que je voulais développer sans élargir plus, c'est que dans le judaïsme nord-africain, étant donné que la Torah manifestait toutes ces différentes facettes, donc aussi la facette, la fibre poétique et musicale, nécessitait à être présente. Il est écrit dans le Talmud qu'on ne peut pas étudier la Torah si on ne l'étudie pas avec une musique. On nous parle de celui qui étudie Belo Zimra, sans musique. D'ailleurs, des choses assez graves. Justement, on ne peut pas... Le Talmud ne pourrait pas être lu, mais doit être étudié en chantant. Ce qui est quelque chose d'assez révolutionnaire, même au niveau pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire, étudier quelque chose avec une musique? Mais on est bien conscient que la première approche qu'on a vis-à-vis d'une connaissance n'est peut-être pas de l'esprit, mais c'est d'abord du cœur. C'est d'abord de quelque chose de sensible. On a commencé à apprendre Shir HaShirim lorsqu'on était petit, avant de comprendre même ce que signifiaient les différentes descriptions de Shir HaShirim, où on aurait peut-être été même gêné si on les comprenait. On a appris à le chanter. Et en le chantant tous les Shabbats au Beth Knesset, Shir HaShirim est rentré. On a étudié Pirkei Avot, on a étudié Michelet, on a étudié tous les textes, alors bien sûr du Tanakh, mais ensuite la Mishnah avait une musique, et par cette musique-là, on approchait différemment la tradition. La tradition avait d'abord un goût, des couleurs, une musique, une sonorité. Et ça, c'est encore une fois ce premier aspect du vivant par rapport à l'écrit. L'écrit ne porte pas en lui les sons qu'il doit apporter. On entend la Torah, on s'imagine Moshe, mais on n'entend pas la voix de Moshe. Kol Gadol Velo Yasaf. Bon. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants. C'est que justement, venant de ce divorce, j'allais dire, du vécu par rapport à l'étude, on a eu des événements historiques en Europe qui n'ont fait qu'accentuer cette situation-là. À savoir, ceux qui se sont raccrochés à tout cet aspect qu'ils ont appris ensuite périphérique de la Torah, la poésie du Moyen-Âge, la philosophie, toutes ces sciences annexes du Talmud, eh bien, c'était la Haskalah. Et donc, par un phénomène de pendule, où ceux-là sont allés très loin dans cet excès, eh bien, les autres se sont renfermés en disant, alors attention, on est arrivé à une situation où quelque chose, et ça peut paraître, quand on le dit à des gens qui ne sont pas dans le monde de l'étude, etc., ils en sont même surpris. Le Tanakh n'est plus devenu un livre nécessaire dans le cursus d'études des yeshivot. Ça paraît aberrant. On se dit, mais le Tanakh, c'est la Torah. Alors la Torah, on la connaît heureusement parce qu'elle est le Shabbat, on étudie la paracha. Mais ensuite, les Nevi'im, les Ketuvim, mais c'est la base de tout. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a été, énoncée. Si on n'étudie pas ça, c'est sur ça que tout est fondé. Mais étant donné que cette étude, ce rapport au texte biblique, a été à un certain moment utilisé, et ensuite pour même attaquer profondément la Torah, puisqu'ensuite c'est greffé sur ça la critique, et donc a fait de ça tout un tas de recherches historiques ou autres, mais qui ont éliminé totalement la flamme vivante de l'extase religieuse qu'il y avait lorsqu'on étudiait le Tanakh. Et bien du coup, les yeshivot ont dit attention, il faut se méfier, est-ce qu'on peut étudier ce genre de choses-là? C'est tellement sacré qu'on ne l'étudie plus. Dans la tradition séfarade, on est resté avec l'ensemble naturel de tout ce corpus. J'aurais pu vous dire, on continue à étudier par exemple la philosophie. Jusqu'au XXe siècle, on trouve des chachamim qui étudient et qui écrivent des commentaires sur le Moreh Nevuchim, sur le Sefer Haikarim. Rabbi Chaim Blia à Tlemcen a une manière de répondre sur les attaques qui ont été faites par le Ramban sur le Rambam, qui ont été répondues par le Rav Ephraim Ankawa et interprétées par le Rav Chaim Blia, le dernier grand Ramban de Tlemcen au début du XXe siècle. Vous voyez, mais ça va plus loin que ça. Le Rambam traite de l'ensemble de la communauté. Je pourrais vous dire un genre qui a malheureusement été longuement mis à mal aujourd'hui, c'est la dracha. La dracha, aujourd'hui, quand vous entendez, le rabbin fait son laïus, c'est peut-être un moment de charité pour l'ensemble du public qui peut prendre un peu de repos et s'assoupir le vendredi soir lorsque la semaine a été trop dure. Il fut un temps, dont certains peut-être ont encore mémoire, sinon par le vécu, par les livres qui l'ont continué à l'apporter, il fut un temps où la dracha était le genre le plus noble qu'il puisse être. Pour quelle raison? C'était l'utilisation de l'ensemble des connaissances du Racham, dans la Torah, pour traiter un problème
présent, d'actualité, de la communauté, et essayer de faire la jonction entre ces deux éléments-là, le monde réel, le monde de la connaissance, le monde culturel, et les deux leur trouver de façon, j'allais dire esthétique, une manière de présenter l'un vis-à-vis de l'autre. Et cette dracha elle-même est destinée à l'ensemble d'une communauté. Mais dans une communauté, vous savez, les gens sont assis par affinité et n'ont pas tous les mêmes affinités. Il y a des lamdanim qui aiment la halakha, il y a des gens qui aiment qu'on leur raconte une petite histoire, il y a des gens qui sont des fervents de la gematria, il faut leur donner les noms de lettres et les noms de mots. Il y en a qui ont une petite fibre philosophique, il faut leur montrer un petit peu quelque chose. Il y en a qui ont besoin d'entendre parler justement de l'actualité. Et dans les synagogues séfarades, vous avez remarqué que les synagogues, on ne s'assoit pas, ça c'est quelque chose simplement de l'ordination d'une synagogue. Dans les synagogues européennes, on s'assoit en rangée, parallèle, tous de derrière, et le rabbin devant. C'est très facile pour le darshan, puisque le rabbin parle et il a devant lui toute son assistance. Mais dans les synagogues séfarades, on est assis en rond. Une sorte de forme, tout le monde est là. Et le rabbin se retrouve au milieu. Mais comment le rabbin peut regarder tout le monde ? Il est obligé de tourner. Et les gens sont assis tout autour avec différentes affinités. Il y a d'un côté ceux qui aiment plus les talmidei chachamim, qui aiment la halakha, il y a ceux qui aiment... Chacun son été. Et sa dracha évolue en tournant en fonction des gens. L'histoire, c'est pour ce groupe-là et pour ce groupe-là. Vous voyez, là, je le dis en exagérant un petit peu le phénomène, juste en touchant un petit peu le trait, avec un peu plus d'exagération, mais parce qu'il y a là derrière une conception, je dirais, essentielle de ce que signifie le rôle du rabbin. Et là, on arrive peut-être à un point qui me semble encore plus important, c'est au-delà de l'enseignement de la Torah, de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, au-delà du fait de trancher la halakha, ce qu'on a parlé tout à l'heure, il y a dans la vocation de la Torah, puisqu'elle touche le vécu, puisqu'elle touche l'ensemble de la société, la question suivante. Est-ce que le rabbin, son rôle, c'est simplement de trancher et d'enseigner la Torah, ou son rôle, c'est de résoudre l'ensemble des problèmes qui se présentent à chacun dans sa vie et au niveau de la société dans son ensemble? Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour quelle raison ? Parce que sur ce point-là, on a une fracture majeure, historique, qui est absolument objective d'ailleurs. On pourrait discuter en disant... Il y a peut-être des rabbins séfarades qui correspondent à ce que j'ai décrit sur le côté ashkénaze et des rabbins ashkénazes qui correspondent à ce que j'ai décrit sur le côté séfarade. Et ce serait vrai, puisqu'on décrit avec des traits très, très généraux. Donc, bien entendu. Donc, on pourrait discuter. Mais là, ce que je vais dire, c'est une donnée, historique qui est, absolument indiscutable parce que c'est un fait. La façon la Torah se transmet par le moyen d'étudier la Torah qui nous précède. Et ça, c'est la Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, véhiculée par le texte ou véhiculée par le vécu. Mais la Torah continue, au niveau des possibilités que la Torah présente, doit continuer à être légiférée par les Chachamim et à émettre de nouvelles lois. Imaginez un pays où vous avez des universités avec des départements de droit très, très, très développés, qui forment des juristes éminents, qui sont des gens extrêmement subtils dans la façon. Vous avez des tribunaux où les juges rendent la justice, et tout cela sont tous des juristes de premier ordre, mais dans ce pays-là, il n'y a pas de chambre qui légifère pour créer de nouvelles lois. Il n'y a pas de Knesset, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Les lois ne sont pas créées. Ah ouais, mais alors sur quoi ils se basent pour faire... Ah mais ils ont hérité d'un livre absolu, merveilleux, si c'est la Torah, divin. Et sur la base de ce livre et leur virtuosité d'interprétation, tous les cas nouveaux se retrouvent dans ce livre-là. Je pense qu'il ne faudrait pas beaucoup pour convaincre les gens que le système ne peut pas marcher. S'il n'a pas la possibilité de créer de nouvelles lois pour résoudre les problèmes nouveaux qui se posent, pour adapter les données qu'on a vis-à-vis des problèmes nouveaux. La Torah, non seulement l'accepte, mais l'impose. Elle donne l'autorité aux Chachamim, au Bet Din, pour créer ce qu'on appelle des takanot. C'est quoi des takanot ? Ce sont des décrets qui peuvent être soit dans un sens, on a les mitzvot assez, mitzvot lot assez, des lois positives ou des lois négatives, à ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On peut avoir des takanot, de nouveaux décrets, de nouvelles lois qui vont dire voilà comment on règle tel ou tel problème. Mais a priori, ce qu'on sait, c'est que cet outil-là on l'a entre nos mains, a priori, lorsque le peuple juif a un Sanhedrin, a une certaine capacité de légiférer. Alors, ce que vous savez, c'est effectivement ce que vous a enseigné la tradition ashkénaze, et à juste titre, c'est qu'on a deux raisons qui ont fait que ces takanot-là n'ont pas été pratiquées, ou ont été très peu pratiquées en Europe,
et ont été pratiquées jusqu'à la fin de la présence juive au Maroc dans les années 60, ont été continuées à être pratiquées tout au long de l'histoire. Et je m'explique. Pour une raison intérieure au peuple juif et une raison extérieure. La raison intérieure, c'est celle que vous venez d'évoquer. Il y a un débat rabbinique et certaines positions ont dit on n'a pas l'autorité pour imposer de nouvelles lois dans le domaine, par exemple, de l'argent, dans des domaines qui vont finalement prendre à quelqu'un si lui n'est pas d'accord. Vous comprenez bien que si on attend l'accord de l'ensemble de la population aux différentes lois que la Knesset va émettre, eh ben, on n'ira pas loin. Donc, ça, c'est une raison d'ordre interne. À la même époque, dans les pays séfarades, la tradition a été de permettre de faire des takanot dans tous ces domaines-là. Il y a un domaine que j'explique, qu'il faut bien, pour que les gens n'aient pas ne se trompent pas, il ne concerne pas les interdits. Les Chachamim ne peuvent pas tout d'un coup venir et dire on va faire une takana qu'à partir de maintenant on peut prendre sa voiture le Shabbat. Non, l'interdiction telle consommation, la cacheroute ou des choses pareilles. Non, il s'agit de tout ce qui concerne la vie civile. Les accords entre les personnes. Est-ce que vous pouvez donner un exemple historique ? Je voudrais terminer parce que j'ai dit il y a 2 points. Une raison interne, c'est ce débat-là que vous avez soulevé à travers l'autorité qu'on a pour faire les takanotes. Mais la deuxième raison, c'est une raison externe. C'est que même si en Europe, on avait encore des velléités à vouloir faire des takanotes et à les pratiquer, est venue l'époque de l'émancipation. Et à partir de l'émancipation, on a un phénomène historique très simple, selon lequel l'État qui accepte de donner aux Juifs les droits civils comme l'ensemble de la population, il y a un deal qui se fait. Il y a quand même une certaine accord. C'est que vous recevrez les droits civils, vous pouvez rester suivant votre religion, juif de confession, français de confession juive, israélite, juif, et dans les domaines religieux, donc le Shabbat, donc la cacheroute, donc vous pouvez avoir votre indépendance, mais tout ce qui n'est pas de l'ordre du religieux, à savoir le côté civil, pour nous, au niveau du Shulchan Aruch, ce serait le Rosh Mishpat, la plus grosse partie du Shulchan Aruch, tout ce qui concerne le droit civil, le droit de la société, les relations entre les hommes, mais aussi une bonne partie d'ailleurs du droit de Ma'amad Aishi, le statut individuel, donc les mariages, etc. Alors vous ferez le mariage, mais ensuite, pour savoir quelles sont les lois qui sont appliquées pour partager les biens, pour traiter de toutes les retombées civiles, c'est l'État qui s'en occupe. Donc il n'y a plus l'autorité au rabbin pour pratiquer dans le Beddin ces lois-là. À partir du moment où il n'y a plus cette autorité, vous comprenez bien qu'on n'a plus de possibilité de créer de lois. Puisque c'est même pas de créer de loi, même de légiférer. Vous verrez une donnée très simple. Dans les Shelot ou Tshuvot, les responsables qui ont été écrits par les Chachamim d'Europe, à partir de cette époque-là, l'essentiel des Tshuvot sont Orach Chaim et Yoredea, qui sont les lois religieuses, des Isurim, de la vie et de tous les jours. Par contre, tout ce qui est du domaine civil, très peu. Ouais. Pour les Rabbanim Séfaradim, c'est exactement l'inverse. Écrire les lois de Orach Chaim, etc., demandez à votre rabbin, c'est des questions de communauté, c'est des questions de demander, la tradition est orale, la tradition est dans le vécu, vous voyez comment on le fait, on n'a pas besoin de rire. Par contre, le Beddin tranche dans ces questions-là et on a des chouettes énormes. Non seulement on a des responsables qui répondent aux questions de Rosh Mishpat, mais on a même des lois qui ont été créées presque de toutes pièces. Quand vous lisez les écrits des rabbins marocains, quelqu'un qui a étudié tout le Shulchan Aruch avec le Talmud, parfois, est absolument, n'a pas les moyens de comprendre, de déchiffrer ce qu'ils veulent dire, parce qu'ils ont créé des nouveaux concepts, des nouvelles traditions de loi qui remontent déjà 500 ans en arrière. Alors, je vous donne certains exemples. L'exemple le plus fameux, l'un des plus fameux, c'est qu'après l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc on monte très en arrière, là, on parle de 1493-1494, lorsque les Juifs d'Espagne, après 1492, l'expulsion, sont arrivés au Maroc. Et ont eu des problèmes un peu séfarades ashkénazes d'aujourd'hui. Là, c'est pas séfarades ashkénazes, mais c'était les exilés d'Espagne par rapport aux Toshavim, aux juifs autochtones qui étaient là, au Maroc, différence de minag. Donc il fallait trancher, à la fois en ce qui concerne des minags d'ordre religieux, mettons la cacheroute, c'est là que c'est commencé un des gros débats qu'on traîne jusqu'à aujourd'hui sur l'histoire de la viande halak ou pas halak, les Espagnols mangeaient pas halak, les Marocains oui. Bon. Et deuxième point, c'est sur des lois qui concernent justement des situations créées par les persécutions, par le fait d'avoir été expulsé d'Espagne, par exemple sur les problèmes des mariages. Au XXe siècle, lorsque l'État d'Israël a été créé, le Rav Yitzhak Herzog, qui était le grand rabbin d'Israël, s'est tourné vers les rabbins du Maroc, le Rabbi Shaul Ben Danal, en lui disant « Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous avez fait là-bas comme takanot, parce que peut-être on aimerait faire ce genre de takanot ici. » La situation pécuniaire entre un mari et sa femme
était une situation d'égalité totale. La fin du XVe siècle au Maroc. Elle était dans un certain, j'aime pas cette expression-là, mais plus avancée par rapport au niveau égalitaire que ce qui se produit aujourd'hui. Par cette takana. Voilà un exemple très simple. Il ne s'agissait pas de changer la halakha dans ce qu'elle-là d'interdit. Il changeait de la halakha en disant qu'à partir de maintenant, quand quelqu'un va se marier, il se marie suivant les conditions que nous fixons pour l'ensemble de la communauté. Et toute la communauté accepte ces nouvelles conditions-là. Et suivant ces conditions-là, on avait il y a un principe juridique qui dit Tnaï Shebe Mamon, Tnao Kayam. Donc, lorsqu'on a fixé un nouveau Tnaï, on a la possibilité d'avoir ce Tnaï-là. Vous voyez que les takanot, là, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus général. On a commencé par l'idée du vécu, c'est-à-dire la possibilité de voir la Torah avec le spectrum touché par la Torah est beaucoup plus large que simplement le côté simple évoqué par le livre. Bien entendu, tout ça est basé sur le livre, mais ça va plus loin. Et c'est en liant ça qu'on a une redéfinition de l'étude, une redéfinition des personnes, une redéfinition du rôle du rabbin, de la vocation s'il y a un problème c'est soulevé au Maroc, voilà, très actuel. Aujourd'hui, on le comme ça. Comment lutter contre l'inflation du prix du logement Une grosse question. Là, tout le monde en Israël, on veut savoir. Alors, qu'on soit bien clair, parce qu'il ne faut pas non plus rendre ça de façon disproportionnée. Il faut rester quand même ça. Il n'y a pas une réponse pour rendre ça. Ils avaient la solution à les problèmes. Il n'y a pas de solution miracle dans ce sens-là. Ce qui est très intéressant, c'est que ils ont réfléchi à la question et ils ont essayé, avec les moyens qu'ils avaient, de créer des solutions qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et en fonction de ça, ils ont créé différentes lois. Pendant même les 200, 300 dernières années, dans les communautés séfarades, il y a un principe, Cheskat Haïchouf, suivant lequel on essaye d'éviter le fait de faire monter le prix par quelqu'un qui est obligé de vendre à bas prix parce qu'il est dans le besoin, et puis l'autre va faire spéculer sur les appartements en achetant et en revendant et en faisant comme ça. Les rabbins ont essayé d'intervenir là-dessus, d'intervenir sur la hausse des prix d'une manière générale. Ça se remonte au Talmud. On a une sougia très importante dans le Talmud où on nous parle, est-ce qu'on est mefakrin à la mechirim, c'est-à-dire avoir une piquoire sur le mechirim. On fixe le prix, on impose sur les denrées de base alimentaires, est-ce qu'on doit avoir ou non un prix contrôle des prix. Grande question. Aujourd'hui, c'est au centre du débat économique. Et de façon très surprenante, c'est dans ces communautés dont on pensait qu'ils s'occupaient de guématria et de petites histoires assez détachées qu'on a. Et ce que je vous dis, c'est pas vous pourrez dire ah bon d'accord, il défend sa paroisse. Pas du tout. Lorsque le Shofet Elon, Menachem Elon, qui était juge à la Cour suprême en Israël et qui a beaucoup œuvré pour essayer, dans la société israélienne, de développer des lois qui seraient dans la suite de la tradition de la halakha. Il a même fait passer une loi, la loi des fondements de la justice, qui en Israël fait acte de loi, même si elle est pas souvent utilisée, c'est que quand il y a une lacune et que tous les moyens de la loi israélienne, etc., ont été épuisés, le juge a le droit de se tourner vers la tradition. Alors c'est très général parce que la halakha, ça fait toujours très peur, etc. La tradition de justice, de paix, etc. d'Israël. Ça a permis à certains juges de rentrer un poème de Bialik en disant c'est aussi dans la tradition de Zavoué, on est très loin. Ouais. Mais le Shofet Elon a donc essayé et a œuvré toute sa vie pour essayer de pratiquer le droit juif dans ses jugements. Et il pose la question, c'est celui qui a écrit d'ailleurs une œuvre essentielle qui s'appelle Mishpat Haïvri, où il fait un peu le résumé, le panorama de tout le droit juif. Or, le Shofet Elon, il dit, mais quand c'est pas du tout un séfarade, d'origine d'Allemagne, qui est venu, avec les Yekim, l'Alia. Donc, il a dit, quand j'ai cherché à voir où est-ce qu'il y avait du dynamisme dans les lois, j'ai retrouvé ça au Maroc. Et c'est en étudiant les takanotes de ces rabbins marocains, parce que les rabbins marocains sur ce point-là, c'est ce que le cas d'école, où on a vraiment, dans toutes ces dimensions, la façon de faire des takanotes, même si ça a été plus ou moins pratiqué aussi dans les autres communautés séfarades. J'ai trouvé là-bas tout d'un coup des takanotes très intéressantes. Il avait continué pour le droit public. Est-ce qu'on a au Maroc, prenez un exemple très simple, il avait fait son doctorat sur qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui ne paye pas ses dettes. Est-ce qu'on a le droit alors dans la Torah on sait qu'on a une interdiction de rentrer chez lui pour prendre quelque chose, mais dans le droit on pourrait le mettre en prison par exemple. Jusqu'à quel point on peut enfreindre les libertés individuelles pour pouvoir avoir le retour
d'une dette. Cette question-là a été longuement développée. Il y a des takanotes sur le sujet au Maroc, en disant même si Ami s'était engagé à ce que s'il ne paye pas, on le rentre en prison, on ne peut pas ôter la liberté de quelqu'un parce qu'il n'a pas payé quelque chose. Et il a utilisé ça pour faire passer une loi sur le sujet. Kvoda Adam, dans le Darkek Viatrov, pour pouvoir passer. Il a trouvé ça. J'ai une question, je pense qu'il se rattache à ce que vous venez de dire, c'est que, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on a l'impression, et c'est parfois un discours que je pense que Gabriel aussi l'a entendu, c'est que la tradition séfarade serait une espèce de solution pour actualiser ou synchroniser la halakha avec les valeurs modernes ou avec une certaine une ambiance, etc. Alors, quelle est la limite de ce principe-là ? Alors, absolument. Alors là, il faut faire très attention. Parce qu'après tout ce qu'on a dit, on risquerait, et malheureusement, parfois, on assiste à ce genre de récupération. On a l'impression qu'en fait, bon, alors là, c'est la science séfarade, puisque vous la décrivez avec ce côté dynamique, avec cette acuité au vécu, le problème de la société. Bon, alors c'est très bien, on va pouvoir lui faire passer sur le dos toutes les valeurs comme ça. On a dilué la tradition dans dans l'esprit du temps, absolument. Alors là, il faut faire très très attention, très attention. Le Rabbi Yosef Messas, qui était rabbin de Meknes, après ensuite rabbin à Tlemcen en Algérie, et qui a fini grand rabbin de Haïfa, nous dit quels sont les 3 principes selon lesquels on est possèque la halakha. Shloshet amoudé à halakha. Les 3 fondements de la halakha. En général, quand on dit les 3 amoudé à halakha, on pense au Rif, Rosh et Rambam. C'est ce que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, quand il a rédigé son code de loi, il a dit je me suis, j'ai fixé comme principe pour trancher, parce qu'on peut pas, entrevoir tout le monde. Il dit je prends les 3 Rif, Rosh et Rambam, les 3 grands décisionnaires du Moyen Âge, et en fonction d'eux, je tranche la halakha suivant la majorité. Donc ce sont eux, en général, les 3 amoudé à Ora. Rabbi Yosef Messas a un peu réinterprété ces 3 amoudé à Ora et dit on ne peut être possède la halakha que si on a les 3 amoudim, les 3 fondements de la halakha qui sont le din, le sechel et le zman. Le din, c'est toute la tradition juridique juive, toute la tradition de la halakha, ce que disent les livres, ce que disent la tradition orale, ça c'est le premier point, bien entendu. Deuxième point, à sechel, c'est le bon sens. La halakha n'est pas quelque chose, et on aurait pu parler très longuement de cette question-là, n'est pas quelque chose qui est en désaccord avec la logique, comme parfois certains véhiculent la compréhension de l'étude du Talmud comme étant une logique indépendante, une logique autonome. Non, la logique c'est la même pour tout le monde. Le bon sens c'est un bon sens qui doit... Alors parfois il peut être discutable, donc on a besoin d'autres éléments pour le fixer. Mais malgré tout, on a donc le sechel, ce qui est donc le sentiment naturel, la logique, le bon sens, et 3, azman. Le contexte de l'époque, le contexte des personnes, le lieu avec qui peut être une raison d'avoir une halakha qui sera plus laxiste, parce que c'est peut-être plus important, qui pourrait être plus rigoureuse, parce que c'est peut-être plus important, et on a la possibilité de manœuvrer avec ces 3 éléments. Je dis bien ces 3 éléments. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui apprend à l'étudiant de la halakha, à celui qui se destine à appliquer ces fondements de la halakha, comment rester fidèle de façon absolue au din, tout en faisant intervenir le sechel et le zman, le contexte, la vie, l'esprit. Et ces 3 éléments-là doivent arriver ensemble. C'est pas toujours facile, parce que parfois l'un va dans une direction et l'autre va dans l'autre direction. Lorsqu'on arrive à ce genre de situation-là, on continue à creuser pour essayer d'arriver à la bonne raison qui a rassocié les 3. Or, on a différents mouvements qui se sont mis comme ordre de pouvoir transformer la Torah et le judaïsme à l'ère du temps, où finalement tout ce qui se dit dans les valeurs progressistes, humanistes et démocratiques, libérales, modernes, ah oui, ben c'est des valeurs juives, on les adopte, et ensuite on essaie de transformer la Torah pour faire ça. On a coupé le din. Parfois, on a aussi coupé le sechel, il nous reste des fois que le zman. Et on se pose la question, qu'est-ce qui reste finalement de particulièrement juif ? Sinon, le fait de subordonner la Torah à, aux valeurs modernes. Et les rabbins séfarades, et c'est très important de préciser ce point pour empêcher justement toutes les dérives qui peuvent être très présentes, lorsqu'ils ont été confrontés à cette solution, ils ont été, j'allais dire, presque plus extrémistes que les rabbins européens. Je vous donne un exemple. Ce même Rabbi Yosef Messas, qui fixe ces 3 principes-là, lorsqu'on lui parle de mettre dans une synagogue un orgue,
On va dire absolument pas, c'est très très embêtant. Parce que ça ressemble à l'Église et ça ressemble à ce qui se fait chez les Goïms. Là, il devient tout d'un coup extrêmement conservateur. Lorsqu'on lui dit que les rabbins français s'habillent avec des habits qui ressemblent comme ça, attention, on n'a pas le droit de faire ça, ça se ressemblerait aux Goïms, c'est de la réforme. Il dit, si j'ai la méthode qui permet de rester profondément fidèle à la tradition, et c'est peut-être la particularité. Voilà, on retombe sur le point par lequel on a commencé. La particularité de quelque chose d'oral, de vécu, c'est de pouvoir être modelable, dynamique. C'est pas quelque chose de figé comme le texte. C'était ça la première attaque dont on a commencé, le peuple du livre. Mais tout en étant modelable, qui reste profondément fidèle à ses origines. Peut-être que cette idée de la tradition est peut-être justement l'élément essentiel entre deux courants qui se disputent, l'un à être entièrement crispé sur une tradition, sur ce qui a été dit, sur une manière un peu dogmatique de voir ce qui s'est passé, mais en coupant totalement sa possibilité d'être adapté à quelque chose de moderne, ou d'autres, la fuite en avant, la fuite vers la modernité, en ayant complètement coupé toutes ses attaches vis-à-vis du passé. Et donc les rabbins comme Rabbi Yosef Messas, lorsqu'ils identifient un début de réforme ou de manière de récupérer tout ça sous la forme pour ressembler aux goyim, aux valeurs actuelles, il devient un extrémiste de conservateur pour justement empêcher les gens. Pourquoi ? Mais parce que je fais le travail très bien, beaucoup mieux, tout en restant fidèle. Pas besoin des palliatifs, des manières des fausses manières d'adapter la Torah au monde actuel. Il y a plus qu'une méthode, il y a même une sagesse, une subtilité rabbinique qui est probablement qui a un équilibre qui est probablement très difficile à atteindre, où il faut une... Absolument. C'est pour ça que vous faites très bien de soulever ce problème-là, parce que c'est très dangereux. On a souvent, et j'entends, des gens qui présentent les rabbinim sfaradim comme si c'était des rabbinim, ils sont mekilim. Les Ashkenazim sont marmirim, les sfaradim sont mekilim. Et du coup, alors donc il y a un problème, allez voir les sfaradim, ils vont être mekilim, on l'a résolu. Si c'était aussi simple que ça, mais comment des siècles d'études, de travail, de l'ensemble du peuple juif pour essayer d'apprendre comment on arrive justement à créer cette subtilité de la Torah vis-à-vis de la vie, eh bien, on aurait complètement éliminé tout ça. La raison pour laquelle ça peut paraître parfois que les rabbanim sfaradim sont mekilim, c'est pas qu'ils sont mekilim. C'est comme je disais tout à l'heure, ils tranchent. Ceux qui ne savent pas trancher, effectivement, vont toujours suivre la méthode la plus extrême, la plus rigoureuse. Donc, ils vont vers la khumra. Alors, c'est vrai, certains sont tout le temps marmirim, et d'autres sont marmirim ou mekelim, sont, rigoureux ou laxistes en fonction des besoins de tel cas. Mais jamais, de manière absolue. C'est presque humiliant pour le droit juif, pour la tradition juive, de l'estimer comme une girouette qui peut aller à tout vent et qui peut tourner vers n'importe quelle direction. Donc ce point-là est un point très important, parce que si je reprends l'idée de la possibilité d'adapter la Torah sous la forme de takanot, qui reste malgré tout pour le cœur halachique de l'interdit sans toucher, mais qui donne au niveau, par exemple, le côté du mishpat, le côté civil, le côté de l'argent, etc. On peut créer de nouvelles lois. Est-ce que ce principe-là n'est pas une des ouvertures qui nous permettrait aujourd'hui d'apporter des réponses à des problèmes brûlants auxquels on est un peu bloqué parfois? Je pense par exemple au problème des hagunotes, comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de questions-là. Beaucoup de cerveaux très avec beaucoup de finesse essayent de trouver des solutions à ces questions-là. Peut-être comme démarche, la façon de réfléchir que je viens de présenter nous aiderait à progresser là-dessus. C'est ce que le Rabbi Shalom Messas, le grand rabbin de Jérusalem, m'avait dit un jour en disant, mais nous au Maroc, on a un peu trouvé certaines solutions pour fixer comment empêcher justement les maris qui ne donnent pas le guet à leur femme. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une voix qui est extrêmement importante en fait et qu'on n'entend pas suffisamment, mais qui est particulièrement importante justement dans une période où le peuple juif revient à la dimension de société. Et donc, il y a l'importance que la Torah puisse éclairer tous les aspects de la réalité humaine et sociétale. Absolument. Et là, c'est là, je vous dirais peut-être ma tristesse, c'est qu'il semble parfois que dans les différents mélats des dispersions juives de Chutz La'aretz, on avait parfois une Torah plus
d'Eretz Israël que parfois revenus en Eretz Israël. C'est-à-dire, si on conçoit la Torah d'Eretz Israël comme étant la Torah qui s'ouvre sur tous les aspects d'une vie nationale, d'un État, avec les données concrètes de la société, de l'économie, de la politique, des relations, enfin de tout ce qui concerne la vie d'un État. Alors effectivement, en diaspora, il ne s'agissait pas d'un État, puisqu'il s'agissait de petites communautés, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus restreint, mais malgré tout, on avait dans ces communautés-là des réflexions sur l'économique, sur le social, sur tous ces éléments-là. Et c'est dommage qu'on ne prenne pas, alors je dirais pas, c'est pas quelque chose à plaquer comme ça, mais de ne prendre pas l'inspiration dans la démarche et dans certains acquis, c'est ce que je disais à propos du juge Elon, pour essayer de réfléchir sur nos problèmes actuels. Et vous sentez que c'est une voie qui aujourd'hui commence à reprendre un petit peu sa place, commence à exister un peu plus, revenir un peu plus au centre du judaïsme qu'on trouve en Israël, ou ça reste assez minoritaire? Alors, on ne va pas non plus rester sur une note pessimiste et tellement comme ça. Grâce à Dieu, on dit Lo Alman Israël, le peuple juif n'est pas orphelin. On a des chachamim dans tous les domaines, du droit, de l'économie, etc., qui travaillent à ces problèmes-là. Séfarade comme Ashkénaze, parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ne vient pas de quelque chose d'ordre... c'est pas du folklore d'un côté, c'est pas non plus une recherche des origines, ou on vient, etc. C'est pas du tout de ce qu'on appelle Adati, c'est pas parce que comme ça. Ça vient effectivement d'un lieu bien particulier, mais ça a une vocation universelle. Pour l'ensemble du peuple juif, j'oserais dire, à résoudre des problèmes véritablement universels, puisque la question qu'on a un peu, à peine, commencé à toucher sur rapport entre tradition et modernité, est un problème que le monde entier se pose aujourd'hui. C'est un problème central en Europe. De savoir comment garder une certaine identité. Est-ce qu'il y a encore le mot identité nationale est devenu un gros mot? Est-ce qu'on a encore une possibilité d'être dynamique, comment intégrer? C'est une question très intéressante, au centre des questions du monde actuel. Donc, on pourrait toucher même l'universel, mais pour revenir sur ce côté particulier du peuple juif, on a des chachamim qui étudient ce genre de texte-là, et de plus en plus, la connaissance des chachamim séfaradim se développe. Je veux dire, même dans les dernières années, on parlait au début, je veux dire, tous les noms que j'ai un peu évoqués sont aujourd'hui plus ou moins connus. Et je continuerai avec la précaution en faisant gros avertissements, parce que souvent, il faut faire attention à ce que ce ne soit le développement, je dirais, organique, dans la fidélité à ce qu'ils ont dit, et que les rabbins qu'on est en train de citer ne se retournent pas dans leur tombe lorsqu'on leur fait citer ou leur fait dire des choses qu'ils n'ont jamais pensées. Ça, c'est quand même assez navrant. Mais effectivement, ça continue, parce que ça pourrait toucher un autre point, et qui est un point majeur aussi, c'est que grâce à ce côté du vécu, là, je retourne quelque chose qui est plus plus de l'économique ni de la loi, mais au niveau du vécu de la communautaire. Les rabbins séfarades, comme ils avaient comme vocation l'ensemble de la communauté, ont veillé à essayer de garder l'ensemble des juifs liés à la communauté, à ne pas créer différentes factions, différents groupes, différentes obédiences, la chita et la chita de celui-là, la chita à quel roug on appartient, de migzarim, etc., tout un tas de tiroirs dans lesquels chacun se retrouve, qui malheureusement est très fréquent, d'ailleurs même très choquant pour quelqu'un quand on arrive de France, où c'est encore plus... on arrive en Israël, on doit évidemment s'identifier, à quelle école. On peut vous dire, vous avez envoyé votre enfant au GAN, quel va être son processus toute la vie? C'est quand même surprenant. Eh bien, dans la tradition séfarade, on a cette idée de réunir, de rassembler, de garder autour du Chacham les différents niveaux de pratique, les différents niveaux d'études, les différents niveaux de religiosité. Chacun à son niveau reste malgré tout plus ou moins lié à la Torah, à la communauté. Alors qu'en Europe, on a vu des fractures très très nettes qui se sont dessinées, même dans les gens qui restaient dans la Torah, Chassidim, Mitnagdim, bien entendu, mais dans d'autres cas, quelqu'un dit moi je ne suis pas du tout non religieux, etc. Et ça, c'est un point important, parce que de ce point de vue-là, c'est peut-être aussi une inspiration importante pour la société israélienne, qui est tellement déchirée entre tous ces différents groupes, et parfois on est de manière même violente, et on pourrait peut-être dans cet état d'esprit de la tradition séfarade, mais il faudra en parler plus longuement sur quoi ça repose, s'inspirer pour avoir une société dans laquelle on est à la fois fidèle à la Torah de manière absolue, sans aucune concession de ce point de vue-là,
mais en sachant que cette fidélité englobe aussi l'ensemble du peuple juif, l'ensemble de l'esprit, de la logique, du bon sens de l'homme, l'ensemble des valeurs, un côté harmonieux, le cœur et l'esprit, les activités de la vie. On ne demande pas à un homme de se couper de la vie professionnelle. On ne demande pas à un homme de ne pas participer à la vie, à la défense du pays, à travers l'armée. On ne demande pas à un homme d'avoir une vie religieuse d'un côté et de mettre sa famille ou avoir, de niveau, de partir voyager le jour de Rosh Hashanah pour aller arriver à des sommets de ferveur dans un lieu étranger, d'ailleurs bombardé en ce moment par la guerre, et laisser sa femme et ses enfants ici. On dit non, il y a une harmonie derrière tout ça. Cette harmonie-là, c'est l'essence même de la Torah. Oui. Alors, je pense que ça pourrait donner beaucoup d'inspiration, et c'est à nous de continuer ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose de figé, comme je disais, c'est une tradition. On doit bien l'approfondir, mais ensuite, tout le travail reste encore devant nous et on n'a jamais été rebuté par le chemin qui nous reste à faire. Au contraire, ça ne fait que nous galvaniser pour essayer de continuer plus loin. Voilà, c'est à peu près ça. Merci infiniment, Rav Yitzhak Shoraki. C'est en effet une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui doit être au centre, en particulier à notre époque. Merci infiniment. Merci. Non seulement ça donne à réfléchir, mais ça donne envie. ça donne de l'espoir. Merci énormément, Rav Shoraki. À très vite. Merci à vous.